Alors qu'Apple profite de la Fashion Week à Paris pour exposer sa montre chez Colette, la fine équipe d'ORLM revient sur sa genèse. Johnny Ive est-il le vrai père de l'Apple Watch ou plutôt Mark Newson, récemment embauché par la Pomme? Oui ou non, le constructeur de Cupertino a-t-il des chances de percer sur le marché de l'horlogerie? Débat! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition d'On refait le Mac consacrée à l'Apple Watch avec chroniqueur cette semaine Rodrigo Sepúlveda Schultz, entrepreneur, podcasteur et consultant en stratégie numérique. Bonjour Rodrigo, comment ça va? Bonsoir Olivier, bientôt tu n'auras plus cette place pour mettre tous les épithètes dont tu m'affubles. Bon, est-ce que j'ai pas précisé que tu étais aussi un passionné de montres, donc tu auras ton mot à dire ce soir également. Non, je ne suis pas passionné de montres, moi je suis passionné de garde-temps. Il y a une énorme nuance et d'ailleurs Apple a essayé d'usurper ce mot-là pour décrire le truc qu'on va voir. Un garde-temps, c'est de l'artisanat, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de l'orfèvrerie, c'est ce qui se fait de mieux dans la perfection absolue. Bien, autre chroniqueur, autre invité que vous allez découvrir ce soir dans On refait le Mac, il s'agit de Laurent Katz qui est en duplex depuis Amsterdam. Laurent Katz qui est président du directeur de Pékinier. Bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour Olivier, très bien, merci. Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. Si on vous a demandé de vous joindre à nous, c'est qu'en plus d'être un amoureux de la montre et un professionnel du secteur, puisque vous dirigez Pékinier, le constructeur franc-comtois. Vous êtes également un geek invétéré et un ancien de Microsoft, un ancien de la SCI. Donc vous avez un peu les deux casquettes. Vous connaissez aussi bien l'univers de la tech que l'univers de l'horlogerie. Donc vous pourrez à la fois porter un regard sur la montre d'Apple, sur la nécessité peut-être d'Apple d'aller plus vers le monde de l'horlogerie. Vous avez les deux casquettes, c'est parfait Laurent, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Je me fais un vrai plaisir de discuter avec vous autour de la Watch. Oui, sachant que c'est vrai que les codes de l'horlogerie sont très particuliers de ce marché. Donc, on vous a demandé de venir avec nous en plateau pour cette raison-là. En plateau, justement, avec nous, le Benjamin de cette émission et l'anthropologue du Mac, alias Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va? Ça va bien. Tu as filé chez Colette aujourd'hui pour aller voir la montre connectée d'Apple? Et non, j'étais en cours. Et voilà. Avec Husserl. Voilà, c'est comme ça qu'on fait travailler les étudiants. Oui, c'est l'avantage d'être bénévole. On refait le Mac. Merci Paul. Et dernier invité, et pas des moindres, monsieur. Non mais attends, là tu abuses Olivier. Oui. Étudiant et bénévole. Mais, évidemment, étudiant forcément bénévole. Mais c'est pire que chez Foxconn, ils ont un salaire minimum chez Foxconn. On va y arriver. Pas ça, moi. On va y arriver. Il ne travaille pas de nuit, quoique ça commence à venir aussi de nuit. Et invité avec moi en plateau ici, vous l'avez déjà vu dans cette émission, c'est presque un habitué. Il s'agit de Jean-Louis Fréchin, fondateur de l'agence No Design Designer et également enseignant à l'École nationale supérieure de création industrielle, dont certains élèves travaillent pour Apple aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis. Bonsoir Olivier. Alors toi aussi, tu es un passionné de montre, tu es designer, donc tu as porté ton regard sur la montre d'Apple, sur son design, et puis peut-être essayer de comprendre qui est son géniteur ce soir. On va commencer, si vous êtes d'accord, par le chiffre de la semaine avec notre ami Paul Rony. Paul, on va parler du marché de la montre connectée, je crois, avec toi en chiffres particulièrement. Et oui, aujourd'hui, le chiffre de la semaine, c'est le nombre de ventes de montres connectées en 2013. On n'a que des projections pour 2014. 3 millions, Voilà. C'est assez énorme. J'avais essayé d'écrire en noir, donc ça ne marche pas. C'est assez énorme par rapport à 2012. Comme vous allez le voir sur cette courbe, on est quand même passé de 300 000 unités à 3 millions en 2013 et 5 millions pour l'année en cours, visiblement. Donc c'est impressionnant. 2014, ce serait une projection. Voilà, sachant qu'Apple ne fait toujours pas partie de cette projection. Et qu'on pense qu'Apple pourrait rafler dès sa première année plus de 20% du marché de la montre connectée. La source, Paul, de ces chiffres Alors la source est donnée par un organisme qui s'intéresse exclusivement au marché de la montre connectée qui s'appelle Smartwatch Group. Ah, c'est bien ciblé, oui, effectivement. Laurent, une réaction à ces chiffres bruts que vient de nous communiquer Paul. 300 000, je vois en 2012, 3 millions en 2013, ça me semble énorme. 5 millions projection en 2014 sans Apple. C'est des chiffres qui vous semblent cohérents en tant que professionnel de l'horlogerie? Oui, mais ce ne sont pas des gros chiffres. Si on regarde le prix moyen de la montre, c'est des montres qui sont autour de 200 à 300 euros. Ils s'en vendent plusieurs dizaines de millions par an à ce prix-là. Ouais. En clair, le marché de la montre connectée, c'est quoi à terme? C'est le marché de la montre? C'est bien ça qui est visé par Apple aujourd'hui? En fin de compte, Apple, on ne sait pas très bien où ils veulent aller. Oui, c'est peut-être le marché de la montre. C'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom de Watch et pas un autre nom. Mais c'est assez étonnant puisqu'elle n'a rien d'une montre, ni par le design, ni par ses fonctions.
Bien. Parlons juste un moment tu peux revenir, Paul, juste un moment de la montre et du nom de la montre en préambule, avant de parler de son design et de son géniteur. Le terme Apple Watch, Jean-Louis, tu trouves que c'est plutôt bien trouvé? Tout le monde avait parié sur iWatch. C'est pas forcément évident à dire. Je suis d'accord avec Laurent, je crois que ce n'est pas une montre. Donc l'appeler Watch, ça permet de rassurer, on va dire, le marché et de donner un point de départ. Mais c'est évident que ce n'est pas une montre, en tout cas dans le sens classique du terme. Bien. On va parler donc de la genèse de cette montre. Il y a une chose qui nous a semblé assez évident au moment où on a préparé cette émission. On a longuement discuté ensemble, Jean-Louis. C'est qu'apparemment, le style de cette montre rappelle d'autres styles que ceux qui sont propres à Jonathan Ive et d'un autre designer qui a rejoint, je crois, la galaxie Apple il y a peu de temps. Oui, effectivement, Mark Newson, qui est un designer très connu, parmi les meilleurs, a rejoint donc une entreprise avec son groupe de design. Alors, c'est très étonnant et ça ouvre un peu tous les fantasmes. Le premier, c'est de dire qu'effectivement la montre a été dessinée par Mark Newson. On pourrait y revenir par la suite, mais la véritable révolution, c'est que ça casse tous les modèles de design management et de manière dont les entreprises bâtissent leur stratégie de design, avec plutôt des gens très intelligents, mais qui n'ont pas forcément, ils ont la créativité, la capacité à dessiner. Et puis des indépendants qui ont beaucoup de capacité à dessiner et à créer, mais qui sont pas forcément dans les grandes entreprises. Concrètement, Apple casse les codes du design industriel en faisant venir en son sein un designer qui était plutôt une étoile, avec, en la personne de Mark Newson, une superstar de design, une sorte de Philip Stark, mais australien, aussi connu que lui dans le monde, travailler et dissoudre, je dirais, sa signature dans celle d'Apple. Il casse les codes de stratégie de gestion du design dans les entreprises pour rentrer un petit peu dans le modèle, et on en reparlera également, je le pense, de la mode, où un créateur comme Lagerfeld peut être invité à travailler pour plusieurs marques, ouais. Et où finalement on change de modèle dans la production des objets industriels. Alors vous voyez derrière Paul un modèle de montre qui est un modèle de la gamme de la marque Ikepod, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est le modèle Solaris. Alors regardez ce design, il est assez frappant. On retrouve le bracelet milanais, on retrouve la forme carrée, on retrouve quand même un style. Tu me disais en préparant cette émission, Jean-Louis, que forcément cette montre pour toi évoque forcément le style de Mark Newson plus que celui d'un Jonathan Ive. Oui, mais comme le style de Jonathan Ive ou la façon de travailler de Jonathan Ive ou les croyances de Jonathan Ive peuvent s'appliquer à Dieter Rams. Mark Newson est son ami, donc effectivement, ils ont dû parler de montre ensemble et on voit des choses. Par rapport au moment où on a discuté, j'ai... un peu évolué. Non, c'est pas que j'ai évolué, c'est que j'ai eu des discussions intéressantes. Avec des anciens élèves, par exemple. Non, pas du tout. Pas du tout. Il est clair que la montre Apple, c'est le bébé de Jonathan Ive tout seul. Il a tout porté, il a pris tous les risques, il a tout géré, il a tout contrôlé, il a tout surveillé, il a fait le contrôle de qualité pour absolument tout. Et qu'effectivement, il a étoffé l'équipe et que le plus gros défi dans ce projet, c'était pas tant le design du produit que le design logiciel, l'interface, toute cette interaction nouvelle. Donc, il y a 24 heures dans une journée, il a fallu effectivement trouver des organisations, trouver des appuis. Il a une super équipe, mais réfléchir à ce qu'est un produit qu'on porte sur le corps. Parce qu'une montre, ce n'est pas un téléphone. Laurent, de votre côté, cette parenté évidente avec l'Ikepod, vous êtes d'accord avec cette analyse et au-delà, quel regard vous portez sur cette marque qui n'est pas très connue du grand public? Là, on voit la Jaeger-LeCoultre, qui est une autre marque d'horlogerie très connue pour laquelle Mark Newson a travaillé. Ouais, moi, ce qui m'étonne le plus de la part d'Apple, c'est qu'ils aient fait appel à Mark Newson, qui a un style vraiment très spécifique et qu'on reconnaît en 3D. Ouais. Pardon ? Ce qui a permis de le reconnaître dans l'Apple Watch. Ce qui a permis de le reconnaître, mais en même temps, ce qui est bloquant pour Apple, qui est une marque qui va peut-être faire évoluer ses montres, et quand on ne fait pas la marque Newson, on sait l'identité est forte et on a du mal à en sortir. Alors, la preuve, c'est qu'on voit ses montres passer et on voit son horloge qu'il a fait pour Jaeger. C'est étonnant, quoi.
Ikepod, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est une marque, mais il n'est pas simplement designer de cette marque, Mark Newson, il est aussi l'un des fondateurs. Oui, tout à fait. Il fait des très belles montres. Bon, la distribution est assez restreinte, mais oui, c'est une marque de belles montres. La question de savoir si, à partir du moment où il commence à collaborer avec Apple, il va être autorisé à continuer à développer cette marque, du moins avec sa propre signature. Brièvement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mark Newson, même s'il est très connu dans l'univers du design, Jean-Louis, est-ce que tu peux un peu le présenter? Quel est son profil? Quelles sont entre guillemets, les œuvres, les grandes marques pour lesquelles il a travaillé? Mark Newson, c'est un designer australien qui a commencé sa carrière grâce à Philippe Stark. Avec la chaise Lookid, qui est cette espèce de haricot en aluminium fabriqué avec la technique des avions des années 40, et qui était dans le hall du Paramount à New York, les hôtels faits par Philippe Stark, et ça l'a vraiment lancé. Lookid Lounge, une méridienne en aluminium rifté. Exactement. Il a eu après... Je t'interromps une seconde, Jean-Louis. Le Paramount que les visiteurs de New York connaissent, c'est Off-Broadway, c'est vers la 42 et Broadway. Sur la façade, il y a plein de roses qui sont posées tous les mètres, sur toute la façade du mur. Mais c'est surtout intéressant, c'est que les toilettes pour hommes, vous voyez, vous, en train de pisser à 360 degrés. C'est indispensable. Merci, Rodrigo. C'est le génie de Philippe Stark. Oui, c'est voilà. Jean-Louis. Il a eu une agence à Londres et puis il a travaillé à Paris aussi. Ouais, il a travaillé quelque temps ici. Un des projets préférés qu'il a réalisé, je suis un peu jaloux, il a fait un avion prototype avec l'ONERA, qui est la NASA française, toute proportion gardée, et il a amené cet institut prestigieux et un petit peu ancien dans ses délires aéronautiques de manière assez intéressante. Puis il a travaillé pour la Qantas, la compagnie nationale donc, de son pays d'origine, où il a redéfini un peu l'expérience en vol, l'accueil au sol. Enfin, il a refait complètement le design de la compagnie nationale australienne. Donc en résumé, on a bien compris que Jonathan Ive a suivi de très près, évidemment, en tant que patron du design d'Apple, la conception de cette montre, qui s'est vraiment focalisée en priorité sur l'interface, parce que c'est là qu'elle a la valeur ajoutée. On va en parler dans un instant lorsqu'on va lister les fonctionnalités de cette montre, et qu'on retrouve évidemment le style et la patte et les arrondis caractéristiques de notre ami Mark Newson. Laurent, concrètement, le fait de faire appel, ce que disait tout à l'heure Jean-Louis, à savoir faire appel à un designer extérieur pour faire travailler dans une marque, mais en tant que salarié, c'est vrai que c'est une pratique qui n'est pas très courante dans l'industrie, et particulièrement dans l'industrie de la montre. Non, en plus, selon les marques, certaines avouent qu'elles font appel à des designers extérieurs, d'autres ne veulent pas le dire, et voilà, donc il y a un peu de tout dans cette industrie. Ouais. Alors, essayons de comprendre comment et pourquoi Apple a ressenti la nécessité de faire appel à Mark Newson. On sait que les deux hommes sont plutôt, Johnny Ive et Mark Newson, sont plutôt amis. Ils ont collaboré ensemble sur de nombreux projets, notamment récemment autour de l'association RAID, vous savez, cette association de lutte contre le sida qui est menée par le chanteur de U2 Bono. Hein. Ils ont conçu ensemble de nombreux objets, notamment un Mac Pro rouge qui a été vendu plusieurs milliers de dollars. Il a redesigné un appareil photo de chez Leica, ou encore une table de salon. Donc ça crée des liens. Et donc ils ont l'habitude de collaborer ensemble. Comment cette fois-ci comprendre que même s'il y a comme une osmose, visiblement, Jean-Louis, entre ces deux artistes, dirons-nous que sont Johnny Ive et Mark Newson, il y a aussi un ego très fort dans cet univers, tu es bien placé pour le savoir, et comment on peut décider, alors qu'on est le roi d'une entreprise, de laisser quelque part son trône disponible, même si c'est un ami. C'est assez étonnant comme démarche. Je sais pas, j'ai pas d'informations, donc je vais pas délirer là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait du design, on a parfois, souvent, besoin comme le philosophe a besoin d'un ami pour échanger, les designers ont besoin d'une sorte d'alter ego pour échanger. Et qu'on peut travailler avec des collaborateurs partenaires, des collaborateurs partenaires exceptionnels, comme il y en a dans le design team d'Apple. À un moment, on a besoin de recréer des conversations de très haut niveau, très profondes pour avancer dans le métier. Et c'est peut-être le signe, c'est peut-être ce signe-là, c'est peut-être juste de l'amitié, l'envie de faire des choses ensemble, c'est peut-être très simple. Hein.
Ce qui est certain, c'est que quand on regarde Apple de manière un peu plus large, Tim Cook, il est super opérationnel, hein, il vient de la logistique, c'est un animal à sang-froid. Un profil d'ingénieur financier. Super manager, bon. Voilà. Ils ont senti le besoin de prendre d'ailleurs, ça fait fantasmer tous les réseaux, la patte d'Angela sur la montre. Enfin, Angela, c'est l'ancienne patronne de Blueberry. Voilà, donc une manager de BlackBerry. Burberry. Oui. Burberry, c'est dur à dire. Enfin, en même temps, Blueberry, oui. Le lapsus est intéressant. Les révélateurs. Pour s'occuper d'une partie, comme si la vision du nouveau PDG ne pouvait pas, disons, avoir la vision sur les magasins. Même chose avec l'ancien patron d'Yves Saint Laurent, Paul Denham, dans la mode, comme si il y avait une sorte finalement de transformation d'Apple en une entreprise comme les autres. C'est-à-dire il n'y a plus un patron visionnaire qui a un avis sur tout et on suit son avis. On a besoin d'avoir des experts dans chacun des domaines. Et ça, je trouve ça terriblement inquiétant, moi, personnellement. Ouais. Laurent ou Rodrigo, votre réaction, c'est vrai que on peut s'étonner de cette arrivée comme ça de Mark Newson tonitruante au sein d'Apple et au-delà se dire que quelque part auparavant en lisant la biographie notamment de Steve Jobs, on savait que l'homme qui challengeait quelque part Johnny Ive au sein de l'entreprise, c'était lui, c'était Steve Jobs, qu'il avait besoin peut-être d'un alter ego créatif. Je vais y arriver, Johnny Ive et cet alter ego, c'est Mark Newson. Votre avis? Moi j'ai un avis complètement stupide, hein, comme d'hab. Mais non. Johnny Ive, il est dans un univers depuis longtemps. Il est arrivé vers quand? 96, 97 avant le retour de Steve. Oui. Au début des années 90. Il a designé le Newton quand même. Ouais, c'est ça. Et Apple est en train de se diversifier dans plein de catégories différentes. On peut imaginer qu'ils vont continuer dans différents univers du lifestyle. Et donc, un avis sur tout est peut-être pas possible. Donc, ils se dotent de compétences extérieures de gens qui viennent de cet univers du lifestyle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un métier de faire une montre, et on sait qu'on l'a vu en début d'émission, que Newson en a désigné quelques-unes, donc il a un vrai savoir-faire. Non, Olivier, tu te souviens, Steve Jobs avait annoncé quand il était passé sur l'Intel que ça faisait 5 ans que OS X tournait sur Intel. Donc à mon avis, tous les gens dont on parle là, c'est pour préparer la suite, tu vois, d'autres produits qui sont déjà dans les cartons, sur lesquels ils sont déjà en train de travailler. Cette semaine chez Colette, Mark Newson était là, hein, alors qu'il n'aurait pas officiellement travaillé sur cette montre. Et encore une fois, on voit bien que les codes stylistiques de cette montre, on va y revenir parce qu'on va parler du design de la montre dans un instant, les codes sont très proches des codes propres à Mark Newson. Donc il est fort probable que Mark Newson ait travaillé sur cette montre avant son embauche officielle. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas officiellement au sein d'Apple qu'il n'y a pas travaillé. Hein. C'est ça là, un petit peu ce qu'on dit. C'est pas parce que Jean-Luc Tréchin travaillait chez lui qu'il n'aurait pas collaboré chez Apple, tu vois. Non, mais révélation ce soir. Non, mais j'espère bien qu'il fera cette surprise un jour. Mais voilà. Mais concrètement, Laurent, votre avis. Je ne peux rien dire. Sinon, il faut le tuer. Il ne faudrait pas le tuer. Non, c'est pas encore d'actualité. Laurent, votre opinion justement sur cette volonté, nécessité pour Johnny Ive de se faire challenger par notre designer. C'est vrai que le rôle, un patron de designer, c'est pas très très courant et c'était un petit peu le profil d'un Steve Jobs. Hein. Vous avez raison, et en plus, je pense qu'il y a quelque chose qui se rajoute, c'est le culte du secret chez Apple. C'est-à-dire pouvoir se confronter, pouvoir échanger les idées, comment échanger des idées avec l'extérieur quand on veut vraiment garder le secret jusqu'au bout. Et l'autre point, je pense que Rodrigo a raison, ils vont devoir trouver d'autres les trois sens, donc sortir des produits différents, qui vont toucher les gens dans leur style de vie, pour trouver des relais de croissance aux iPads et aux Mac qui seront le futur d'Apple pour les prochaines années. Alors, de la montre, on va en parler plus en détail, on va parler du design, ça tombe bien, on a des pros du secteur qui pourront nous donner leur avis. Le design en lui-même, Jean-Louis, les codes stylistiques de la montre d'Apple ne reprennent pas forcément les codes habituels qu'on peut avoir par exemple avec ton iPhone ou ton iPad devant toi. Une montre, c'est d'abord un objet sur le corps. Ça change beaucoup de choses. Le corps, il est masculin ou féminin. Il est trapu ou il est fin. Donc déjà, il faut adapter physiquement l'objet. Ensuite, on n'est pas tous pareils. Donc déjà, c'est la première marque en matière d'objets connectés qui a fait un modèle féminin et un modèle masculin. Oui, enfin, ce qu'a surtout compris qu'une montre connectée, c'est d'abord une montre. Et une montre, ça parle à des gens, des individus qui ont une morphologie et
un état d'esprit. Et qu'on n'a pas envie de ressembler à tout le monde, on veut exister, on a une identité propre. Et dans les grandes marques consumer electronics, ce passage au corps, il est très compliqué parce que c'est des gammes verticales, c'est-à-dire en prix, en taille, et puis des gammes horizontales, c'est-à-dire je suis différent, je veux une montre différente de mon petit copain. Et que je peux personnaliser. Tout à fait. Et là, apparemment, c'est l'une des forces de cette montre par Alors rapport moi, à la je trouve que concurrence. c'est à un niveau de maturité assez important, c'est-à-dire qu'ils ont capté effectivement le fait que un produit qui passe de la poche au corps doit avoir cette capacité à être personnalisé, être adapté, à parler des gens qui l'apportent. Et puis, à un deuxième niveau, ils ont su capter, parce que ce sont des passionnés de montres, hein, toute l'équipe, certains ont les mêmes que moi, les codes de ce qui fait l'horlogerie, c'est-à-dire les vieilles Omega des années 70, quelques vieilles Tag Heuer des années 60, enfin vraiment des jolies montres. Et ils ont, en tant que designers, ils aiment les beaux objets, donc il y a un certain nombre de montres qu'ils aiment, et on voit cet amour, notamment le bracelet milanais, qui est juste derrière, on est raccord. Voilà, on voit quand même un hommage. Ce n'est pas une montre, mais il y a beaucoup d'hommages au monde de l'horlogerie. Ouais. Alors, Laurent, concrètement, est-ce que vous avez ressenti le même sentiment que notre ami Jean-Louis? Est-ce que les codes stylistiques d'Apple sont propres à l'horlogerie, concrètement? Oui, ils ont même respecté la couronne qui est bien sûr présente sur toutes les montres. Ouais. Et je trouvais que ce clin d'œil était vraiment la position marquante d'Apple pour dire, vous voyez, je me rattache bien à la montre. Plus le choix des bracelets, les différents matériaux, ils ont vraiment travaillé. Il y a vraiment un travail de spécialiste et d'amoureux de la montre derrière, clairement. Ouais. Même si la montre ne ressemble pas à une montre. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que la couronne soit légèrement déportée vers le haut et ne soit pas centrée, en particulier pour les gauchers. Alors, apparemment, tu sais que tu peux déplacer. Alors, il y a des contraintes techniques certainement qui expliquent cela, notamment une grosse batterie. On ne connaît toujours pas l'autonomie de cette montre au passage, mais j'espère qu'on la connaîtra bientôt. Ce serait la journée, mais on verra. Mais concrètement, continuons sur l'idée de la couronne, de ce remontoir qui est historique de la montre. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la valeur ajoutée qu'a trouvé Apple par rapport à la concurrence, par rapport par exemple à cette montre-là que j'ai là, regardez, qui est plutôt réussie. On va en parler dans un instant parce que Laurent, je crois que tu l'aimes bien. C'est le modèle Motorola qui a pour avantage, celle-là, d'être ronde. Mais parlons plutôt de la couronne dans un instant, tout de suite. La couronne en un mot, c'est vraiment une idée à la fois de rendre hommage à l'univers de la montre et de trouver une valeur ajoutée pour naviguer plus facilement, car naviguer sur un petit écran comme ça, c'est pas forcément évident du doigt. Le tactile ne suffit pas. Je ne sais pas si c'est un hommage, moi c'est un hommage que j'aime bien, mais c'est surtout une formidable idée pour faire de l'interaction multimodale. C'est un mot un peu barbare, mais c'est-à-dire comme cet écran est très petit, que les doigts sont plutôt imposants, il faut trouver des manières de pouvoir naviguer. Alors on peut passer la main autour, comme certains, avec des détecteurs infrarouges, mais pour avoir cette qualité de réponse, et je ne sais pas si vous avez vu la montre et la qualité de l'interaction et la fluidité des interactions, il faut des éléments de captation, d'interaction qui puissent servir cette fluidité. Donc le remontoir en est un, mais l'écran lui-même est une sorte d'écran multitouch étendu puisqu'il prend un peu aussi en profondeur. Il y a une qualité d'interaction physique qui est assez étonnante. Je parlais de la moto Rola 360, de la moto 360 à l'instant. L'une des premières critiques dans cette émission, lorsqu'on a vécu son arrivée en direct, c'est de dire « Ah, elle n'est pas ronde, elle est carrée, contrairement à celle-ci ». Beaucoup disent que si la moto 360 avait eu une pomme, tout le monde l'aurait trouvé encore plus génial. Votre opinion, Laurent? Vous avez plutôt apprécié le design de cette montre ronde qui est là, qui est vraiment un code propre à celui de la montre. Ah, tout à fait. Ils ont vraiment respecté le code et ils ont été accueillis, à mon avis, ils ont été bien accueillis pour ça. Mais Motorola. Je trouve que l'arrivée de la montre chez Apple n'est pas un hasard. Quand on voit qu'ils sortent l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, qui devient de plus en plus grand, qui est de plus en plus difficile de téléphoner ou de juste consulter rapidement et d'une façon discrète un mail ou un message, l'arrivée de la montre arrive peut-être en miroir de l'augmentation de la taille des iPhones.
Oui, c'est les deux extrêmes qui se rejoignent. Et qui se complètent. Rodrigo, ton opinion sur justement la forme de la montre, tu avais vécu avec nous l'arrivée de cette montre, carré rond, c'est important pour toi ou concrètement il faut simplement plus d'espace pour l'affichage et donc ce qui expliquerait qu'il y a un format carré? Écoute, carré ou rond, c'est un choix. Là, vous montrez derrière une Tag Heuer Monaco qui a été immortalisée dans un très très beau film sur Le Mans, avec Steve un fond McQueen. bleu et non pas noir, Steve McQueen. Je crois même qu'on a une vidéo qui tourne quelque part, mais bon, passons. C'est une question de choix esthétique, c'est une question de goût, je m'arrêterai pas là. Je trouve que la première Apple Watch est immonde. Carrément. Elle est énorme. Ouais, elle est énorme, mais comme l'était le premier iPod, Ouais. qui était une grosse brique et qui s'est affiné petit à petit pour devenir l'iPod Touch, qui était un petit bijou. Tu énerves Ça va Jean-Louis. le faire. Ça va le faire. Donc d'ici 3-4 ans, on aura quelque chose de joli. Maintenant, moi, je m'inscris dans une ligne esthétique différente. Hein. Il y a des gens qui adorent les Panerai, qui sont ces espèces de gros trucs que portent les Italiens en poignet. Moi, j'ai une automatique Breguet extra plate. Donc, vous dites montre de smoking. Je préfère les petites montres, moi. Donc, voilà, j'ai un gros billet sur les garde-temps. Jean-Louis, peut-être Paul. Non, il y a tous les objets en général, mais je pense les montres en particulier. Il y a les photos, et les photos de montres sont toujours retouchées, toujours. Et il y a la perception d'un objet imprimé sur du papier en 2D, et puis il y a l'objet en vrai, et l'objet dans la main. Et en vrai et dans la main, elle n'est pas si grosse que ça. Moi, c'est ce qui m'a saisi. Je me suis fait avoir par la déformation des photos, par certaines images très, très comme ça, dramatiques, avec des vues particulières. Quand on la voit en vrai, elle est tout à fait proportionnée et relativement discrète. C'est ce qui m'a le plus surpris quand je l'ai vue et quand je l'ai touchée. Laurent, Rodrigo nous parlait de la montre de chez Tag Heuer, à savoir la montre Monaco, qui est un format carré très connu. Est-ce que ce n'est pas un petit peu l'exception qui confirme la règle au sein de l'horlogerie? Il n'y a pas forcément énormément de montres à ce format-là qui ont fonctionné historiquement? Si, il y a très peu de montres qui fonctionnent sur format carré ou rectangulaire. Il y a quelques Hermès, il y a bien sûr Tag. Bon, mais c'est quand même La Reverso, je vers le coultre. La Reverso. Il y en a quand même quelques-unes. La Jedi Omega Seamaster. Ouais. Oui, c'est Laurent. quand même... Laissez parler Laurent. Allez-y, posez-vous Laurent, vous avez moins l'habitude que les autres. Il ne faut pas se laisser c'est vraiment les faire. exceptions qui confirment la règle. Ouais. Il y a quand même 95% du marché, c'est la montre ronde. Ouais. Surtout quand on descend en prix. Hein. C'est encore plus vrai. On va parler du marché dans un instant. Mais je pense quand même que le problème pour Apple, c'est que c'est difficile de répondre pour la montre avec un seul modèle, avec une seule forme. La montre, je veux dire, en plus, selon les pays, les goûts sont pas du tout les mêmes. Oui. Donc, je vois, nous on a sorti là cette année 6 gammes de montres, et selon les pays dans lesquels on les vend, que ce soit par exemple là je suis à Amsterdam, j'ai rencontré des distributeurs cet après-midi, les modèles dont ils parlent avec emphase sont souvent pas les mêmes du tout que ceux qui sont aimés au Portugal ou en Espagne, ou même en France. Même entre France Nord et France Sud, on se rend compte que les goûts sont pas les mêmes. Donc c'est un peu difficile, et surtout on est obligé de multiplier les références. Et Apple n'est pas habitué aujourd'hui à avoir des dizaines et dizaines de références pour un modèle, pour un produit. Et avec la montre, il risque de se confronter à ça. Qu'est-ce que vous répondez, Laurent? Est-ce que vous êtes d'accord avec la vision du PDG de LVMH qui à propos de l'Apple Watch, dit que c'est un projet, du design de l'Apple Watch, que c'est un projet d'étudiant? Est-ce que c'est pas un peu sévère? Si, bien sûr que c'est sévère. Et après ça, on n'aime pas, mais je pense que c'est vraiment sévère comme jugement. En plus, on l'a pas vu comme Jean-Louis en vrai, et on l'a pas touché. Donc sur une 3D, parce qu'aujourd'hui c'est pas des photos ce qu'on a vu, hein, c'est de la 3D, comme la plupart des illustrations de montres. C'est trop compliqué aujourd'hui, je peux pas vous dire c'est une réussite ou pas. Ouais. Une des critiques les plus récurrentes que l'on entend à propos de cette montre, Jean-Louis, c'est son épaisseur. C'est aussi une constante pour certaines montres. Tu en as une au poignet notamment qui est particulièrement épaisse. C'est aussi le style de l'Ikepod qui est particulièrement épaisse. Est-ce que, oui ou non, cette montre qu'on voit là
est trop épaisse pour satisfaire monsieur et madame tout le monde. Je ne crois pas. Ce que je crois foncièrement, c'est que ce n'est pas une montre. Donc effectivement, si on veut faire de l'horlogerie ou de l'orfèvrerie pure, il faut des références. Il y a une marque française, Baleine Ross, c'est un ex-collègue d'école. Je crois qu'Apple n'a pas fait une montre. Apple, j'imagine plus cet objet comme le bracelet qu'on peut avoir dans Star Trek pour faire des choses, pour son bien-être, etc. Donc si on s'escrime à la comparer comme le monsieur de LVMH au business de la montre, effectivement, ça peut paraître ridicule pour tout un tas de raisons. L'éternité, un objet comme ça, dans 50 ans, il marchera encore. On va en parler. Ce n'est pas une montre, c'est un objet un peu de fiction. On ne sait pas très bien à quoi elle va servir. Elle nous mesure de partout. Elle donne l'heure, ce qui est déjà pas mal, mais elle fait beaucoup d'autres choses. Et c'est une nouvelle classe d'objets. Alors on l'a appelée montre, comme je le disais au début, parce que ça permet de la classifier. De rassurer un peu le marché. Voilà, on connaît l'usage d'une montre. Au moins ça donne l'heure. Voilà, au moins ça donne l'heure. Mais c'est plutôt un objet de science-fiction, comme on voyait dans les films des années 60. On y arrive, l'espèce de communicateur qu'on a au bras. C'est un peu ça, là, avec Siri, auquel on parle. Appel à toutes les voitures. Voilà. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à porter une montre, ou en tout cas une Apple Watch, à chacun de ses poignets. Donc il y a quand même la guerre des poignets qui est lancée. Dans ce cas-là, c'est quand même aujourd'hui le problème, Apple ayant appelé sa montre Watch, dit quand même qu'il se lance dans cette guerre-là. Après ça, il y aura toujours les amoureux de la mécanique qui préféreront porter une montre mécanique, sachant que l'épaisseur non plus pour une montre mécanique, c'est pas un problème. Si vous portez un chrono, j'ai l'impression que Jean-Louis porte un chrono, c'est très épais un chrono mécanique, quelle que soit la marque et le fabricant. Donc tout ça sont, à mon avis, des faux problèmes aujourd'hui. Il y a la guerre du poignet. On s'adresse à différentes clients. Un jeune aujourd'hui aussi, il va se poser la question, est-ce que j'achète une montre connectée ou une montre normale? C'est pour un budget entre 100 et 500 euros. Il ne va pas s'acheter les deux. Alors, on a bien compris que... Laurent a 100% raison. Regardez, moi, mon poignet, j'ai ma vieille Swatch que j'ai depuis très longtemps, avec un Jawbone. Effectivement, l'Apple Watch a tué tout le marché des autres appareils qui peuvent être connectés sur le poignet. Effectivement, des bracelets connectés. Il y en a deux, il y a des gens qui portent des deux trucs et c'est tout. Jean-Louis a touché un attribut extraordinaire, extrêmement important de la Watch, c'est est-ce que ça va encore fonctionner dans 50 ans? C'est très très important. C'est la tagline de Patek Philippe. Vous n'en êtes pas le propriétaire, vous en êtes juste le gardien pour la prochaine génération. L'une des grandes raisons pour laquelle on achète un garde-temps, c'est pour le transmettre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je suis chez Breguet. C'est toujours, depuis 1785, l'innovation. On achète autre chose. On n'achète pas ce que l'on voit, mais on achète l'image que cela projette, les bénéfices que cela projette autour de cela. C'est quelque chose qu'on transmet. Oui, qu'on transmet évidemment. Alors là, on a bien compris qu'avec l'objet électronique et une montre connectée, on est loin de cet univers-là, bien qu'il y a quand même des velléités de monter en gamme et de cibler quand même des montres à forte valeur. Laurent, avec de l'or 18 carats, sur le modèle haut de gamme de la spéciale édition de l'Apple Watch, on peut penser qu'elle sera facturée plusieurs milliers d'euros. Certainement, mais bon, c'est vraiment un clin d'œil, à mon avis, pour un certain type de clients, quelques happy few qui peuvent se permettre ce genre de dépenses et qui pourront changer lors de la sortie de l'Apple Watch 2. Ouais. En passant à Monaco, j'avais vu un iPhone Gold dans les boutiques. Oui, mais l'iPhone, tu sais, il faut le changer tous les ans. Il ne faut pas le transmettre. On est dans des codes différents. Donc, mais on en parlera. La Watch, ce sera pareil. Déjà, avec une durée de vie de 1 jour, excuse-moi, mais... en fin d'émission. Il est difficile de comparer les montres traditionnelles avec la montre connectée d'Apple. Il y a un designer qui a essayé de comparer, Paul, la montre connectée d'Apple avec les autres modèles que tu as devant toi du marché, notamment la Moto 360, pour voir un petit peu en termes de taille, justement, si ça reste cohérent. On va le voir sur ces images. Est-ce que tu peux les commenter, s'il te plaît? Martin Hayek a réussi à prouver qu'en fait, l'Apple Watch, par rapport à même des montres mécaniques de luxe, était en fait pas plus épaisse. Elle fait, je crois, 0,5 mm de plus qu'une Rolex. Elle n'est pas plus épaisse que la Moto 360, qui est une montre absolument magnifique. En tout cas, c'est la plus belle des montres connectées, mais qui reste assez épaisse. Donc l'Apple Watch ne serait pas aussi grosse que ce que l'on voit dans les rendus, et en fait son épaisseur serait due dans les rendus d'Apple au fait que Apple a voulu montrer bien les capteurs en dessous, la tranche, l'écran, le bracelet, donc une vue qui n'affine pas sa ligne, si je puis dire. Voilà.
Alors, à qui s'adresse cette montre, ces montres qu'on vient de découvrir, Laurent? Quel marché? Quels sont les concurrents d'Apple en dehors de Samsung, Casio, qui sont déjà identifiés dans l'électronique? Quels sont les concurrents directs d'Apple sur le marché de l'horlogerie concrètement aujourd'hui, Laurent? Pour moi, ce sont les montres mode. Ce sont les montres qui sont entre 100 et 500 euros. C'est celles et qui ont une durée de vie aussi courte qu'on ne transmet pas. Ce sont des montres qu'on achète pour se faire plaisir. On achète sa montre en 2014, on sait qu'elle répond à des codes stylistiques de cette année. Et l'année prochaine, on changera, on achètera une montre. Même aujourd'hui, on voit des saisons qui apparaissent comme pour la mode, pour les montres. Donc les 2, 3 saisons stylistiques. Et je pense vraiment que c'est ce marché-là, plus le marché des jeunes et des geeks qui est un gros marché. Et le développement des smartphones, je pense que c'est un marché qui va que en augmentant. Ouais. On est très très loin finalement de l'image que veut donner Apple en tout cas. Je ne sais pas s'ils vont y réussir. J'étais donc cette semaine chez Colette et l'ambiance était très très loin de l'univers geek, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quelque part, et puis notamment très féminin, est-ce que vous pourriez vraiment qu'Apple peut convaincre des femmes de mettre un objet aussi technologique à leur poignet? C'est pas évident, notamment en termes de taille. Il y a des form factors en matière de taille pour les femmes. C'est évident. On a sorti des montres automatiques pour femmes cette année, parce que les montres pour femmes sont vraiment en général plus équipées en général avec des mouvements quartz, je vais y arriver, parce qu'elles sont plus fines. Et c'est vrai que dans quelques pays ça a été bien accueilli, mais dans pas mal d'autres pays, surtout en Europe, on les trouve trop épaisses et pas assez féminines. Et donc en gros, autour des femmes en revanche, moi j'en connais parmi mes amis qui portent par exemple la même montre que leur mari. Parce qu'elles aiment ça, elles portent une Rolex par exemple. Ouais. Des grosses montres visibles. Oui, Jean-Louis. Mais la grande concurrence finalement de la montre Apple, c'est peut-être de réamener des jeunes vers la montre, parce qu'aujourd'hui la montre des jeunes c'est plutôt le téléphone. Le téléphone, bien sûr. Et c'est à mon avis une concurrence frontale avec le groupe Swatch et les fabricants japonais comme Seiko qui font des montres technologiques de qualité à une gamme de prix assez variable, mais avec beaucoup de technologies, disons, électroniques. Et donc les Japonais d'un côté et Swatch de l'autre ont, à mon avis, du souci à se faire avec la montre Apple. Ouais. On connaît tous la technique d'Apple de mettre à jour ses produits tous les ans et donner envie à ceux qui possèdent cet objet-là de passer au suivant, si on en a les moyens bien entendu. Est-ce que vous pensez que cette recette pourra se transmettre et s'appliquer, se copier sur le marché de la montre, où vous le disiez tout à l'heure en préambule, la transmission est importante, investir sur un produit qui dure longtemps dans l'horlogerie, c'est important. Est-ce que ce modèle d'Apple est valable dans celui de l'horlogerie? Oui, il est tout à fait valable, parce qu'aujourd'hui on confond deux choses. On confond le marché de la haute horlogerie avec le marché de l'horlogerie traditionnelle. Je vous ai dit, les prix on va dire c'est de 50 à 500 euros. Et dans ce marché-là, c'est essentiellement un marché de renouvellement. Donc oui, Apple a tout à fait sa place et à mon avis a placé sa montre au bon prix. C'est-à-dire ils sont mis au maximum du prix qui était possible pour accéder à un renouvellement rapide de ces montres. Ouais. Donc l'objectif n'est absolument pas de copier ou pardon, pas de copier, mais de rivaliser avec un Rolex, un Pékinier ou un Cartier concrètement. Non, parce que je pense que ni Rolex ni Pékinier ne se trouvent. Enfin, on ne pense pas qu'on est en concurrence aujourd'hui avec Apple. Ouais. Notre propos il n'est pas là. Ouais. Mais par contre, amener comme disait Jean-Louis, des jeunes à s'équiper de montres, ça c'est un vrai point. Plus les personnes âgées, pour différentes raisons. La vue baisse, on a du mal à lire un cadran, on a du mal à lire la date sur une montre traditionnelle. Demain, on peut imaginer qu'avec l'Apple Watch et d'autres montres connectées, on puisse choisir la taille comme sur un iPhone, la taille de la police de caractère, et donc et plus amener des services supplémentaires avec des capteurs dont on va, je pense, parler plus tard. Bon, on va en parler tout de suite. Concrètement, Jean-Louis, là, Laurent a levé un loup. Là, on a beaucoup glosé sur le fait où est la killer app de cette montre. Alors certes, il y a la couronne, mais bon, à part ça, on se posait la question par rapport à Samsung ou Motorola. Est-ce que quelque part la killer app, elle ne va pas venir autour justement de cette collecte de données de santé et pouvoir suivre en 24 heures sur 24 les données médicales d'un utilisateur? Je suis convaincu, et je ne suis pas le seul, que les usages et les applications de la montre sont à venir.
la première force de cette montre, c'est une plateforme en fait. C'est-à-dire c'est un objet avec des potentiels multiples, tous ne sont pas définis, avec des accélérateurs sur des axes particuliers, comme la santé avec les capteurs, et à partir de là, les usages vont émerger. Rappelons-nous de l'iPhone en 2007. Oui, on a mis l'Internet dans un téléphone. Ça marche, c'est la première fois. Ça suffisait à la plupart des gens. Les apps qui sont arrivées après, voilà, l'émerveillement, c'était Internet sur un téléphone. En clair, l'iPhone n'est pas un téléphone, c'est même plus que ça. L'Apple Watch, c'est même plus qu'une montre, en clair. Mais ce n'est pas une montre, c'est vraiment le personnel. Enfin, voilà, Star Trek. Je ne sais plus la phrase de Steve qui disait a phone, an iPod. Je ne sais plus quoi, Un communicator. Internet, Are you un getting Internet it? communicateur. Yeah. Il a répété. Are you getting it? Ouais. Alors, dernier point pour boucler la boucle autour de cette montre, c'est comment Apple va vendre cette montre. Alors, on sait, hein, on l'a vu cette semaine, qu'ils sont très curieux d'avoir des retours sur cette montre, à se demander si les premiers acheteurs vont pas être quelque part de vrais bêta-testeurs. Mais on a l'habitude avec Apple, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe, puisque soi-disant ils ne testent pas les produits sur le marché en amont. J'ai du mal à y croire, mais quand même. Mais comment vendre cette montre? Est-ce qu'on peut vendre un objet comme ça, Laurent, un objet d'horlogerie, dans un Apple Store, où il faudra qu'Apple suive les codes de l'horlogerie? Ils peuvent le faire, ils ont la puissance aujourd'hui pour le vendre. Mais s'ils veulent vraiment diffuser leur montre, ils auraient intérêt à passer par le réseau des revendeurs, des bijoutiers. Ouais. Je pense que là, ils pourraient aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Alors, tu parlais tout à l'heure, tu remarquais qu'il y a beaucoup de monde qui sont arrivés au sein d'Apple, du côté commercial notamment, et du marketing. Ce n'est pas là la raison de leur venue, parce qu'il y a peut-être à réinventer quelque chose au niveau des Apple Store? Offrir plus de services notamment, pour moi, c'est la partie qui me rend le plus perplexe et qui m'intéresse le moins, c'est-à-dire si Apple veut devenir une marque de mode, je trouve que c'est un modèle ancien, c'est-à-dire essayer de ressembler à Omega, à Patek Philippe ou à Jaeger-LeCoultre. Quand on fait des objets à durée de vie limitée, dont la valeur n'est pas tant l'objet que les services et la relation, ce que j'appelle les néo-objets, c'est-à-dire ces objets dont la frontière entre le physique, les services et l'interaction sont totalement flous, et d'assumer quelque part une sorte d'entreprise visionnaire qui nous amène dans la science-fiction. Quand je vois Karl Lagerfeld venir visiter Colette pour voir la montre, j'ai l'impression de voir un monde qui n'est pas celui dans lequel j'imaginais Apple. Et ça m'inquiète parce que ce n'est pas une stratégie visionnaire, c'est une stratégie comme le Mastige, donc à la LVMH qui est un des leaders, à la Kering en face qui est un des leaders. Bon, il y a des on décline la marque. Ouais, on fait du Mastige, voilà, on fait des produits. Voilà, on faisait des sacs, on fait des chaussures, on fait des pantalons et des costumes. Et dans le modèle d'Apple, il n'y a pas de parfum derrière. C'est-à-dire que le produit, c'est directement ce qu'on vend, c'est du prêt-à-porter. C'est-à-dire que grosso modo, c'est un peu plus que Zara, c'est du Mango, mais c'est du Mango. Donc rentrer dans des délires d'hyperluxe pour vendre des produits à 349 €, soit c'est génial et on fait de l'essentiel technologique avec une apparence très très haut de gamme et c'est nouveau et c'est à inventer, soit on est dans des modèles un peu essentiels que je ne veux pas appeler low cost à la Zara qui sont formidables et c'est bien pour Apple ou Nespresso, mais là ils sont une espèce de mélange des genres qui est tout à fait étonnant et surtout que je ne trouve pas visionnaire. Donc ça m'inquiète un petit peu. Ça me fait plaisir de voir que Jean-Louis peut critiquer Apple, hein, comme quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur l'arrivée d'Apple sur ce marché-là. Et on aura l'occasion d'y répondre à cette question tout au long. Je trouve que c'est un peu dur. De l'année, Laurent. Oui, Laurent. De Jean-Louis. Moi, je comparerais plutôt à ce qui arrive avec l'Apple Watch, avec la stratégie Nespresso. C'est revendre du café, rien de plus banal et rien de plus courant. Par contre, ils ont réussi à le sublimer et à en faire vraiment un produit de luxe. Et j'ai l'impression qu'Apple adopte cette stratégie-là. Et je pense qu'ils n'ont pas le choix pour avoir des relais de croissance. Il faut qu'ils trouvent. Je pense qu'ils sont dans sa bonne stratégie. On va laisser le mot. Un commentaire. Et ce sera le dernier, Rodrigo. Et ce sera le dernier. Vas-y. Je pense que sous Tim Cook, Apple a réintégré ses marges de la distribution en lançant l'Apple Store, qui a été un énorme succès, qui contribue énormément à sa marge. Je ne les vois pas aller sur un deuxième réseau de distribution, comme on disait à l'instant, chez les bijoutiers. En revanche, ce qu'ils pourraient faire, c'est de lancer une deuxième gamme d'Apple Store.
à la manière de Gap, qui lance un Gap Kids, par exemple, on pourrait avoir un Apple Lifestyle, où il y aurait plus ce mélange des genres dans le magasin. Aujourd'hui, on rentre, il y a un peu de tout, et on aurait un autre réseau de distribution Apple. Et ça semble logique avec leurs atouts, qui sont la négociation immobilière, avec le marketing, et ça ferait venir peut-être des catégories de gens différents, quitte à l'avoir à côté, par exemple. La dernière question de cette émission, je voudrais la poser à Laurent. Aujourd'hui, on a bien compris qu'on essaye de créer un nouveau marché, de nouveaux usages. C'est bien plus qu'une montre. L'ensemble des constructeurs de montres connectées, que ce soit Samsung ou Apple, s'y essayent. Et si ça réussit, tant mieux pour eux. Mais d'un autre côté, il est intéressant de noter que dans la stratégie sur le marché des montres connectées aujourd'hui, il n'y a pas d'horloger traditionnel, notamment qui viennent de Suisse ou d'ailleurs. Est-ce que ça ne vous inquiète pas un peu? Si ça marche, est-ce que les constructeurs traditionnels y sont préparés et pourront répliquer à Apple selon vous? Je pense que le ticket d'entrée aujourd'hui est trop important pour l'horloger traditionnel, même quelqu'un de la taille du groupe Swatch. Qui maîtrise le logiciel aujourd'hui? Il y a 3 sociétés dans le monde. C'est bien sûr Apple, c'est Microsoft et c'est Google. Donc à moins de faire alliance avec l'un des 3, mais ça va être très difficile de se différencier. Ça va être très difficile pour les horlogers. La seule façon de se différencier, c'est d'investir sur la mécanique, sur les complications, c'est de faire de l'horlogerie haut de gamme, comme ce qu'a fait les fabricants suisses lors de l'arrivée du quartz. Pour moi, c'est un peu la deuxième révolution du quartz. Elle arrive maintenant avec la montre connectée. Le quartz n'a pas forcément perturbé et transformé. Bien sûr, ça a perturbé, mais ça n'a pas tué l'horlogerie. Ça a modifié tout l'écosystème. Mais par contre, ça a permis à chacun de se repositionner. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de morts, mais il y a aussi eu des aventures fantastiques comme Swatch, comme le groupe Richemont, avec toutes ces marques, comme bien sûr nous, Pékinier, voilà. Jean-Louis, c'est vraiment, à mon avis, une nouvelle aventure qui commence. Il y a une montre connectée, moi, qui me fascine. Elle est française, c'est la montre de Withings, qui a pris une autre stratégie. À l'opposé. Qui est une stratégie, moi, ma durée d'activité, c'est 1 an. C'est une montre suisse avec une intégration électronique de super haut niveau. Alors, j'ai discuté avec les gars sur Twitter, là, ils sont et les designers, c'est des amis Liam Studio. C'est magistral parce que c'est ce que Swatch aurait pu faire. Bon, ça a été fait en France, c'est fait avec les Suisses, c'est-à-dire qu'on est intelligent, on utilise des compétences. J'ai regretté qu'ils ne soient pas venus nous voir. C'est dommage, mais je peux vous mettre en contact si vous voulez. Parce que... Bien, on va faire le go-between ce soir, mais continue Laurent. Jean-Louis. Et ce produit, c'est pour moi une réponse à la stratégie annoncée d'Apple que tout le monde anticipait. Et Withings a répondu un peu à 90 degrés, de manière assez smart. Et je suis très content que ce soit des Français. Ouais. Et c'est vrai que l'idée de pouvoir garder une forte autonomie pour sa montre, pas être obligé de la recharger tous les jours, mais tous les ans, en changeant la pile tout simplement, comme une montre traditionnelle, c'est une belle idée. On va voir si Apple va pouvoir suivre sur ce terrain-là l'autonomie. On sait que c'est le nerf de la guerre. On aura la réponse lorsqu'on aura au poignet dans quelques mois, j'espère au mois de janvier ou en février ou plus tard. L'heure est venue de passer au résultat de notre concours. 2 disques durs MyPassport Wireless étaient à gagner la semaine dernière en répondant à la question que je vais vous rappeler. Le MyPassport Wireless dispose-t-il d'un slot pour carte SD? C'est facile, je vous ai aidé pourtant. Et la réponse était bien sûr oui. Et il y a 2 gagnants en roulement de tambour. Il s'agit de Stéphane Tuison et Olivier Roure. Merci de m'envoyer votre adresse postale à olivier@onrefaitleMac.com pour que votre cadeau vous soit expédié par WD. On passe tout de suite au coup de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par le spécialiste des coups de cœur, Monsieur Rodrigo. Je vais faire un Jean-Claude Van Damme. Non. Mais si, vous avez on vu parle la pub suisse ce soir, on parle pas belge, mais vas-y, continue. Non, mais vous avez vu la pub où Jean-Claude écarte les gens, mais il fait un énorme grand écart avec 2 camions Volvo? Oui. Alors, je vais vous parler d'un truc, un coup de cœur, et vous allez me dire, mais quel est le lien avec On refait le Mac? Chaque semaine, je me demande. Lien, de la manière de Jean-Claude Van Damme, c'est un grand écart. Alors, vous savez, je suis allé faire un tour dans la Silicon Valley. Ça fait une semaine qu'il prépare ce lancement, je suis sûr. Mais... non, je viens de l'inventer. Je suis allé voir un certain nombre de sociétés de la Silicon Valley cette année. Et ce qui est étonnant, et par exemple chez Facebook, c'est que la plupart des ingénieurs maintenant travaillent debout. Alors moi, je trouve ça bizarre. C'est le plan de travail habituel, c'est la chaise et le bureau. Eh ben non, maintenant ils ont des bureaux qui montent et qui descendent, et suivant leur humeur, ils sont soit assis, mais le plus souvent ils sont debout à leur bureau pour bosser, pour coder, etc. Ils sont plus productifs, semble-t-il.
Mais alors, il n'y a pas cette techno dans une table juste debout. Vous savez, et là, le grand écart, c'est que maintenant, avec les wearables, les Jobon App, les Fitbit et tout ça, on vous dit, il faut faire 10 000 pas par jour, hein, pour garder en forme et tout ça. Eh bien, 10 000 pas, moi, je les fais pas. Je me promène pas dans tout Paris pour faire 10 000 pas. Quand je suis assis à mon bureau, comment je les fais, mes 10 000 pas? Eh ben alors, on va vous mettre un tapis roulant sous votre bureau qui vous permet de faire. Mais ouais, qui vous permet de faire remettre. Et par exemple, le premier que j'ai vu faire ça, qui l'a dans son bureau, est notre ami Jeff Clavier, vous savez, qui est un investisseur de la Silicon Valley depuis des dizaines d'années. Et Jeff a ça. Donc c'est un tapis roulant. Dessus, on met un bureau qui monte ou qui descend. Et dessus, il peut faire ses mails. Ou un de mes copains qui a ce modèle dont je vais vous parler, lui, il code directement, en marchant, il code sur sa table haute. Il a une douche aussi dans son bureau, pas loin, c'est possible? Et donc, le modèle, mais non, il me dit qu'on s'habitue très très vite. Bah, on le met à un rythme particulier, on fait ses pas et on code. Et en fait, tu fais du sport, ou en tout cas de l'activité physique en même temps que tu codes ou que tu fais tes mails. Et donc, le modèle que lui a chez lui, c'est le modèle Lifespan. Ça vaut quand même la petite bagatelle de $1 500. Mais, cerise sur le gâteau, la livraison est gratuite. Bah tiens, je veux bien, mais on est dans la Silicon Valley, donc tout était permis. C'est une totale démesure. Laurent, quel est votre coup de cœur? Chez Facebook, par exemple, à Londres, ils ont les mêmes. Ouais. Je suis allé dans le Colorado, à Boulder. Ça reste Facebook, hein, ils n'ont pas de soucis de fin de mois, hein, je te rassure. C'est tout normal que je leur souhaite. Laurent, quel est votre... R1200 DT5 Treadmill Desk. Très bien. Quel est votre coup de cœur, Laurent? Je crois que vous en avez plusieurs ce soir. Tout d'abord, c'est la nouvelle annonce de Soch. Rendre enfin accessible depuis l'étranger les forfaits data sur 365 jours. J'ai appris ça ce matin avant de prendre l'avion. Je me suis dit, voilà, enfin une bonne nouvelle. C'est-à-dire la fin du roaming, c'est ça Pas tout à fait, puisqu'il limite à 5 gigas, mais c'est 5 gigas sur 365 jours. D'accord. Donc il y a qui est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui se déplacent en Europe. Donc pour quelqu'un qui se déplace plus occasionnellement comme moi, c'est tenable, 5 gigas. Ah oui, c'est tout à fait tenable. Ouais. Ça vous permet au moins de relever vos mails régulièrement. Peut-être pas de télécharger iOS 8, mais de relever ses mails sans doute. Oui, on va peut-être se pencher pour le Wi-Fi pour ça. Donc Soch, votre premier coup de cœur. Voilà, le deuxième, c'est une appli Room. Je suis pas très Facebook, parce que justement, on n'arrive pas à maîtriser l'information. Et Room, ça permet de faire un peu la même chose que Facebook, mais dans un cercle privé. Et je trouve ça assez agréable, partager des infos avec et on est sûr que l'info ne sort pas et pas accessible par tout le monde. Donc c'est une application pour les designers d'Apple, on est bien d'accord? Uniquement, pour que ça ne sorte pas? Pour que ça ne sorte pas, oui, tout à fait. Bien. Et un dernier coup de cœur ou coup de gueule? Bah, c'est plutôt pour iOS 8, j'ai l'impression de nouveau de servir de bêta-testeur. On en parlait tout à l'heure, hein. C'est vrai. Alors vous avez rencontré les mêmes soucis que beaucoup de gens avec iOS 8, oui? Oui, les applis qui plantent, l'iPhone qui reste figé quand on envoie un e-message, c'est un peu agaçant, quoi. Ouais. On se dit la version 8, il pourrait peut-être arriver à sortir au moins pour les fonctions de base un OS qui est débugué, quoi. Ouais. Et on voit peut-être là la limite, encore une fois, de cette entreprise qui, bien qu'elle génère autant de chiffre d'affaires et autant de produits, elle a toujours de mal comme ça à suivre, je le dis chaque semaine dans cette émission, plusieurs chantiers de front. Non, c'est juste la culte du secret, à mon avis. Hein. Ouais. C'est le fait de ne pas diffuser en avance un assez grand nombre. De ne pas pouvoir bêta-tester suffisamment. Là, en l'occurrence, la iOS 8, ça a pas mal circulé pourtant, mais entre chaque mise à jour, par contre, ça a été un peu rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, entre 8.0 et 8.1. Jean-Louis, je vais y arriver. Quel est ton coup de cœur ce soir? Alors, mon coup de cœur, il est un peu terrassé parce que j'ai la chance de travailler dessus. C'est le Zig 2 de Parrot, donc dessiné par Philippe Stark. Tu as travaillé dessus? Je travaille dessus. Et j'ai eu la chance de faire un truc qui était un de mes rêves. C'est de faire une application à la hauteur du design d'un produit. Alors, Zig 2, donc c'est le casque, c'est un casque, Bluetooth à réduction de bruit. Voilà. Alors le nouveau est beaucoup plus léger, il est en cuir. C'était le défaut de l'ancien, il était assez lourd, il faisait un petit peu mal au niveau de l'arceau, hein, je me souviens au niveau de la tête. Une gamme de couleurs vraiment sympa. Niveau acoustique, réduction du bruit, il y a plus de micros, c'est intéressant. Il y a deux fonctions incroyables. Une, c'est l'inverse de la réduction du bruit. C'est-à-dire c'est le côté un peu espion qui élargit un peu plus loin. Qui va chercher les annonces du son spectre d'écoute. Hein. Ouais, et puis l'autre, c'est la capacité à charger les presets dans le casque, les presets de l'ingénieur du son de Lou Reed, tel qu'il a enregistré par exemple Transformer. Et vous avez dans le casque exactement le réglage
avec l'égaliseur paramétrique, de la manière dont Lou Reed a entendu son album. C'est assez étonnant. Et l'appli est vraiment pas dans les standards habituels. On est très content, voilà, on est très fiers. Et ça arrive, là, c'est dispo d'ici quelques... Très vite, ouais, début octobre, je crois. Et en termes de prix, on va être positionné à peu près comme auparavant? À peu près pareil. C'est un très beau casque, très bonne qualité. Plus léger, donc qui corrige à peu près les principaux défauts qu'on avait énumérés. Donc plus léger, un peu plus gai en termes de... Un peu moins gros coloré. Et un peu plus léger. Et puis des couleurs assez gaies et vives. Puis du cuir, c'est-à-dire une qualité... Et tu as toujours les fonctions tactiles sur les côtés comme il y a auparavant? Tout à fait. On a hâte de découvrir ça. Merci Jean-Louis Paul. Quel est ton coup de cœur cette semaine? Mon coup de cœur, c'est une application très simple que j'ai redécouverte. C'est Instapaper qui permet, en se créant un compte très simplement, d'aller sur Internet et quand on veut lire un article avec une mise en page un peu plus sympathique, un peu à la manière du lecteur de Safari, mais dans une autre application, pour s'en faire un peu comme son journal personnel, on clique sur un bouton, on dit partager ce lien dans Instapaper, Instapaper le remet en page et ça permet après d'avoir une mosaïque d'articles qu'on peut par exemple lire tranquillement à la fin de la journée ou le lendemain matin. Voilà, ça marche très bien. Merci Paul. Moi de mon côté, un coup de cœur, il est là, regardez, il est tout petit. C'est dans cette boîte, c'est simplement une ampoule connectée. Alors il y en a beaucoup maintenant qui commencent à arriver sur le marché. Et puis depuis 2 ans maintenant, il y a surtout Philips qui caracole en tête avec ses Philips Hue. Il y a Elgato, c'est mon petit chouchou allemand, Elgato, qui fait des produits depuis très longtemps sur Mac, qui a le courage de se lancer aussi. C'est pas évident de se confronter au géant néerlandais. L'originalité de ce modèle, c'est qu'il n'est pas Wi-Fi, contrairement au modèle de chez Philips. Il est Bluetooth, donc vous n'avez pas besoin d'installer une passerelle Wi-Fi comme le standard Hue de Philips. Il fonctionne directement. C'est du Bluetooth low energy, donc c'est assez bluffant. Vous approchez l'iPhone et il se synchronise automatiquement. Et là, j'étais bluffé, je ne croyais pas et ça marche avec votre téléphone. Et donc, dès que vous avez branché votre ampoule, vous l'avez vissé sur la lampe, eh bien, vous en prenez le contrôle. Jusqu'à 10 ampoules peuvent être jumelées. C'est moins que Philips, il y en a 50. Et surtout, ça ne coûte que 40 €. Cette petite ampoule, c'est quand même assez élevé. Alors que là où Philips, il faut acheter minimum 2 ampoules en pack, plus une passerelle, et ça coûte 100 €. Donc, voyez l'économie. Vous pouvez découvrir les joies de la lumière connectée pour moins cher avec Elgato. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine Rodrigo dans cette émission et sur son Twitter @Rodrigo. Vous retrouvez également Laurent. Et dans son podcast avec son comparse Emery. Emery Rodrigo Show, oui, évidemment, le plus ancien podcast sur Facebook et YouTube de France. Vous retrouvez Paul Rony chaque semaine dans cette émission et également sur son propre blog, Paul. Et puis, il va nous faire plein de choses aussi pour elle. On refait le Mac, vous verrez ça dans quelques mois et dans quelques semaines. Jean-Louis, merci d'être rejoint à nous, d'avoir fait l'effort de venir en plateau ici à Boulogne et de nous parler de cette nouvelle expérience que tente Apple. On va découvrir, on va suivre ensemble. Il y a plein d'épisodes ensuite qui vont venir autour de cette montre et j'espère que tu seras encore avec nous à cette occasion-là. Et merci à vous, Laurent, de vous être connecté depuis Amsterdam. Ça n'a pas toujours été évident. Mais ça a l'ensemble plutôt bien fonctionné. J'ai un dernier souhait, c'est que Rodrigo essaye la haute horlogerie française et qu'il parle un peu moins de la haute horlogerie suisse. Voilà, excuse-moi, mais Breguet, c'était français au départ. Hein. Au départ, oui. Alors, et puis l'État français n'a pas été très cool avec lui, donc il s'est exilé en tant que bon entrepreneur, comme font tous les entrepreneurs actuels qui partent à Londres ou dans la vallée. Donc on ne va pas faire 2 heures de débat sur le pari inverse. On ne va pas faire d'optimisation fiscale ce soir, je vous rassure. Ce sera peut-être le thème d'une autre émission, parce qu'Apple est dans l'œil du cyclone de l'Union européenne. Mais c'est vrai que pour la Breguet, c'est tous ses copains qui sont unis pour lui payer. Donc on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Promis, Laurent, on achètera français. Quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.